Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 203.1. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation qui sera consacrée pour une introduction du NAT. L'objectif de cette vidéo, c'est afin de vous introduire c'est quoi le NAT, à quoi correspond, c'est quoi la relation entre les adresses IP privées et les adresses IP publiques avec la fonction du NAT, les types des adresses, ou bien, pardon, les types des NAT, etc., etc. Alors, tout, on va dire, tous ces éléments, on va essayer de les aborder dans les prochains diapos. Alors, on va pas se tarder, on va commencer notre présentation. Alors, avant que je commence mon introduction concernant le NAT, alors je voudrais bien vous rappeler concernant une RFC 1918. Alors, que vous connaissez bien évidemment tous, et voilà, toute personne en fait commence les cours du réseau et de la sécurité. On va dire, il connaît c'est quoi le contenu de cette RFC. On va dire, il se peut qu'il ne connaît pas le numéro d'RFC, mais en fait, il connaît très très bien son contenu. Alors, le contenu RFC 1918, comme vous pouvez voir dans le titre, il correspond à Private Address, c'est-à-dire les adresses IP privées. Comme vous avez vu, donc je suppose avec Monsieur Catcoust, aujourd'hui pour identifier un équipement dans le réseau, donc ils le font, on va dire, une identification. Et cette identification, on l'identifie avec une adresse IP, quoi qu'il soit, une adresse IP privée ou bien des adresses IP publiques. Ok. Alors, aujourd'hui, le RFC 1918, c'est une RFC qui définit les plages d'adresses IP privées qui ne sont pas routables sur Internet. Lorsque je dis qu'ils ne sont pas routables sur Internet, c'est-à-dire c'est en fait une plage d'adresses IP privées ou bien des adresses IP privées en anglais qui ne sont pas routables sur Internet. Lorsque je dis qu'ils ne sont pas routables sur Internet, alors tout simplement, aujourd'hui, vous n'allez jamais trouver un serveur qui est hébergé sur Internet qui a une adresse IP privée. Donc cela, c'est impossible. Vous allez jamais trouver cela. Toujours en fait, si vous avez un serveur qui est routable sur Internet, vous allez trouver en fait quelle est une adresse IP publique, hein, parce que là, il faut passer par des réseaux d'opérateurs et tout ça. Donc, mais voilà, donc vous n'allez jamais trouver, on va dire, une adresse IP privée. Alors, le RFC 1918, il définit trois classes des plages d'adresses IP privées. Alors, la première classe, c'est la classe A. Alors, la classe A, donc, il part du... hop, je prends mon stylo. Donc, il part du 10.0.0.0 jusqu'au 10.255.255.255. Alors, ça correspond aux classes A, avec un préfixe, le 10.0.0/8. OK. Alors, la classe B, donc, il part du 172.16.0.0 alors jusqu'au 172.31.255.255. Alors là, dans ce cas-là, la taille de cette préfixe, c'est le 172.16.0.0/12. Oh. Ok, donc le dernier classe de la RFC 1918, on trouve aussi, c'est le 192.168.0.0. Donc là, il part jusqu'au 192 168.255.255 avec le préfixe qui est le 192.168.0.0/16. Donc ça correspond, c'est pour le classe C. Ok. Aujourd'hui, lorsque je parle du RFC 1918, alors qui correspond à trois classes, c'est-à-dire à une plage d'adresses IP privées, et ces adresses IP privées ont été initialement conçues pour les autres qui ne devraient pas avoir connexion Internet. C'est que vous êtes dans un réseau local, le LAN, vous n'avez pas en fait besoin d'une adresse IP publique pour naviguer ou bien voilà, pour échanger par exemple des fichiers dans le LAN, vous n'avez pas besoin d'une adresse IP publique, mais une adresse IP privée, donc ça suffit pour répondre à votre besoin. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi en fait on n'utilise pas une adresse IP publique? Tout simplement parce que les adresses IP publiques ce ne sont pas des adresses IP qu'on peut l'avoir facilement, ce sont des adresses IP voilà, qui seront réservées par votre opérateur
Et le point qui est très important, ce ne sont pas des adresses IP gratuites. Donc, c'est-à-dire, c'est que, voilà, sont des adresses IP payantes. En fait, vous payez chaque mois, on va dire, une somme pour la réservation de ces adresses IP. OK? Le troisième point que je voudrais rajouter, donc ça, ce premier point il est abordé, le deuxième point il est abordé, le troisième point il est abordé. Et du coup, afin de relier des adresses IP privées à Internet, on utilise des points de traduction d'adresse NAT. Un point de raccordement nécessite au moins une adresse publique. Alors cela veut dire, vous avez par exemple ici, par exemple, vous avez votre routeur, vous avez ici, on va dire, votre switch. Ok, ici, vous avez par exemple vos équipements, c'est-à-dire les terminaux. Alors, il se peut qu'ils soient des postes, des serveurs, etc., etc. On va prendre en fait, ce sont des postes. Par exemple, ici, vous avez le poste 1, ici, vous avez le poste 2, ici, le poste 3. Alors, ces équipements, par exemple, ils ont besoin d'accéder à Internet. Donc, automatiquement, s'ils ont besoin d'accéder à Internet, donc il faut qu'on ait un service provider. C'est-à-dire, c'est voilà, ou bien un fournisseur d'accès Internet. Dans ce cas-là, on va dire, on a déjà un ISP, on va dire qui s'appelle X. Alors, un ISP dans ce cas-là, il va nous fournir une adresse IP publique. Hein. Il va nous fournir, on va dire, une adresse IP publique ou bien un range des adresses IP publiques. Hein. Tout dépend de votre voilà, abonnement. Mais on va dire, nous, dans ce cadre-là, on reste dans le cadre d'entreprise. On va dire, ici, vous avez une adresse IP publique. Hein. Par exemple, et là, il va vous donner, il vous a réservé une adresse IP publique. Alors, dans ce cas-là, pour cette partie-là qui représente, c'est le LAN. Ok? Donc ça, c'est la partie du LAN. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est votre LAN. Très bien. Maintenant, si cet équipement-là, qui a le numéro 1, qui veut partir sur Internet, bah, du coup là, le paquet, donc il va arriver au niveau de votre routeur Internet. Et par exemple, on va dire qu'au niveau de cet équipement-là, vous avez déjà la fonction du NAT, qui est déjà configurée au niveau de cet équipement. Dans ce cas-là, la fonction du NAT, il va vous permettre de traduire, et c'est ça en fait, la fonction du NAT, il va vous permettre de traduire donc votre adresse IP privée à une adresse IP publique, afin de permettre l'accès, on va dire, de cet équipement-là qui a le numéro 1, voilà, sur, on va dire, sur un serveur qui, on va dire, qui est hébergé chez, par exemple, on va dire qu'il est hébergé sur OVH, parce que un serveur qui est hébergé sur OVH, ou bien un serveur web qui est hébergé sur OVH, donc il utilise une adresse IP publique. Ok? Dans ce cas-là, ou bien on va dire, on va prendre un exemple, c'est que pour accéder sur un site web, par exemple google.fr, alors dans ce cas-là, donc le paquet il va arriver au niveau de votre routeur et qui est la fonction du NAT, il va trouver que euh, vous avez bien une adresse IP privée. Dans ce cas-là, il va vous traduire d'une adresse IP privée à une adresse IP publique. Hein. Après, donc il y a plusieurs types de NAT. Tout dépend de la fonction du NAT ou bien tout dépend du type de NAT que vous allez mettre en place au niveau de votre routeur afin que la traduction soit ou bien sera réalisée sur votre équipement qui fait la fonction du NAT. Mais en tout cas, le principe reste le même, c'est qu'il y aura une traduction d'adresse IP privée à une adresse IP publique. Alors, je passe au prochain diapo. Je pense qu'en fait, on a passé suffisamment du temps par rapport à ça. Alors, le NAT, c'est l'abréviation de Network Address Translation. Donc, le NAT, il est défini en RFC 3022. Lorsque je vous parle du NAT, il permet sur la traduction des adresses IP qui sont définies dans la RFC 1918 en adresse IP publique. Alors, même dans le NAT, on peut trouver qu'il permet aussi de faire la traduction des adresses IP privées en adresse IP privée. Alors, ça, je vais vous donner un exemple. Comment en fait une adresse IP privée, une adresse IP privée. Aujourd'hui, je vais vous dire que ici, vous avez un firewall. Ici, vous avez un partenaire qu'il faut, par exemple, se connecter entre vous via un tunnel IPsec. Hop, hop. On va dire que
vous avez un tunnel IPsec entre ces deux équipements. Ici, je sais pas, on va dire, vous avez un autre firewall, ici, donc, qui est connecté à votre firewall. Ici, par exemple, vous avez votre LAN. Alors, dans ce cas-là, vous avez besoin que votre LAN donc, puisse y accéder au niveau du réseau partenaire qui est le LAN, par exemple, 2. On va dire que ça, c'est le LAN 1. Alors, dans ce cas-là, en fait, la politique de sécurité que vous avez mis en place, vous voulez pas que ce LAN, on va dire, vous voulez pas en fait que ce réseau LAN 1 soit reconnu par votre partenaire. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir par exemple sur cet équipement-là, c'est-à-dire le firewall, afin de faire une traduction d'adresse IP privée à une autre adresse IP privée, afin que ce réseau LAN ne soit pas reconnu par votre opérateur. Comme ça, lui, donc s'il va rejoindre, on va dire, un serveur dans le LAN 1, donc il va utiliser l'adresse IP que nous, on a mis pour le LAN. Comme ça, en fait, le paquet, il va arriver via le tunnel IPsec sur ce firewall. Et du coup, là, en fait, il y aura une traduction d'adresse IP qui a été natée vers la bonne adresse qui est bien reconnue dans votre réseau. Donc, c'est ça, en fait, lorsque je parle d'une traduction d'adresse IP privée en privé. C'est un cas très récurrent et c'est pour ça en fait qu'on utilise parfois des traductions d'adresse IP privée en privé. Parfois ça peut nous arriver que lorsqu'on voudrait se connecter à notre partenaire, bon par coïncidence, je dis que ça arrive une fois sur 10, mais ça peut arriver, hein, c'est que vous avez le partenaire de votre côté et là, on va dire le même subnet que vous avez en LAN. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura une traduction d'adresse IP privée en adresse IP privée, donc via la fonction du NAT. Alors, avec le NAT, on peut avoir une seule et même adresse IP publique, peut être partagée par des centaines, voire des milliers d'équipements, chacun étant configuré avec une adresse IP V4 unique. Cela veut dire, vous travaillez, on va dire, vous êtes ici dans le réseau interne. Donc vous avez un espace d'adresse IP privée. Je dirais ici, on va dire, vous avez ici donc un équipement qui a par exemple le 192.168.10.10. Ok. On vient ici, vous avez, on va dire, tout le réseau 192.168.0.0/16. Ici, sur votre routeur de NAT, donc il est connecté à votre ISP. Hop, on va dire qu'on est connecté à votre ISP. Alors, dans votre ISP, vous avez, par exemple, ici, une seule adresse IP publique. On va dire qu'une seule adresse IP publique. Donc, je vais pas donner un exemple d'adresse IP publique comme ça, en évitant qu'on tombe dans un mauvais exemple, que cette adresse IP correspond donc correspond à un serveur ou bien quelque chose comme ça. On va dire que cette adresse IP publique correspond par exemple à A, B, C, D. Aujourd'hui, vous avez une seule adresse IP publique. La question qui va se poser, est-ce que ce réseau-là, qui est le 192.168.0.0.0/16, est-ce qu'il peut sortir sur Internet? Est-ce que tout le réseau 192.168.0.0/16, il peut naviguer sur Internet en utilisant une seule adresse IP publique? Alors, la réponse est oui. Donc, on peut avoir ça avec un type de NAT qui est un peu spécifique pour faire ce type de choses. C'est-à-dire, c'est qu'on peut permettre un réseau en /16 de sortir à Internet avec une seule adresse IP publique qui est réservée par notre opérateur. Ok, donc je passe au prochain diapo. Alors, la fonction du NAT. Alors, ici en fait, la fonction du NAT, je l'ai résumé dans un petit design. Alors, la fonction de NAT peut être utilisée à différentes fins, mais son utilisation principalement consiste à la consommation des adresses IP V4, voilà, on va dire d'être plus public, parce que aujourd'hui, la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est on n'a pas assez d'adresses IP V4 publiques, hein, donc c'est pour ça en fait, voilà, tous les opérateurs maintenant ils passent sur des adresses IP V6, donc voilà, c'est pour cette raison. Mais déjà, avant, on va dire, d'un passage complet sur l'adresse IP V6,
on peut utiliser le NAT, on va dire, on va dire, pour la consommation de ces adresses-là. Donc, au lieu, on va dire, de faire, au lieu de sortir un slash sage, donc chaque adresse IP ou bien d'adresse IP privée, donc elle va sortir avec une adresse IP publique. Voilà, donc il y a des fonctions de NAT qui ont été développées pour éviter ce type de consommation et par exemple pour permettre à un réseau en slash 16 de sortir avec une seule adresse IP publique. Voilà, donc un point très important, c'est que le NAT permet également d'ajouter un niveau de confidentialité et de sécurité à un réseau car il empêche les réseaux externes de voir les IP internes. Aujourd'hui, si vous avez une requête dans le NAT qui est initiée, ça passe par une traduction d'adresse donc via le NAT. Le serveur de destination, il peut pas savoir donc votre adresse IP, privée. Donc parce que le NAT donc il permet de faire un hide par rapport à celui-là. Donc il permet de cacher votre adresse IP sur ce qui correspond donc à une adresse IP privée. Bon, ici, c'est un exemple afin que vous puissiez comprendre donc, la fonction du NAT. Aujourd'hui, vous avez un client qui est en 10.1.1.1, donc qui correspond à un réseau privé. Donc, vous avez un routeur qui fait la fonction du NAT, et puis en fait, vous êtes connecté à Internet. Et là, par exemple, là, vous avez un serveur www.cisco.com. Donc, maintenant, ce qui arrive. Aujourd'hui, vous voulez, à partir de ce client-là, on va dire, de partir sur le site de Cisco qui correspond au 170.1.1.1. Ok. Alors dans ce cas-là, votre paquet donc sera comme ceci. Donc la source ça sera le 10.1.1 et la destination ça sera votre serveur le 170.1.1. Maintenant le paquet donc il arrive au niveau de votre routeur qui a là on avait configuré la fonction du NAT. Et dans ce cas-là, il va changer donc notre adresse IP source qui correspond donc à notre private adresse avec l'adresse IP publique, par exemple, par exemple, on va dire avec l'adresse IP publique de l'opérateur, donc de son internet ou bien de son service provider. Donc ISP, c'est-à-dire Internet Service Provider en anglais et en français, c'est FAI, c'est pour fournisseur d'accès Internet. Admettons que l'adresse qui est configurée au niveau de cette interface qui va nous servir pour faire l'interconnexion avec notre FAI, c'est la 200.1.1. Ok? Excusez-moi, c'est la 200.1.1. Alors, dans ce cas-là, donc, la fonction du NAT, il va permettre de changer donc, mon autre adresse IP source avec l'adresse IP publique qui est configurée au niveau de cette interface. Après, donc cela, c'est un type de configuration un peu spécifique. Cela, on va le voir ensemble dans les différents vidéos pratiques de chaque type de NAT. Et par la suite, donc là, il va changer donc la source avec notre adresse IP publique, donc le 200.1.1.1, et la destination, ça sera notre serveur, le 170.1.1. Donc cela, c'est le sens aller. Ok, donc c'est le sens aller. Maintenant, ce qui arrive au niveau du sens routeur. Donc le sens routeur, c'est-à-dire du Cisco vers mon client. Dans ces cas-là, bien sûr, pour avoir la page web et pour avoir, on va dire, la ressource que nous, on est en train de chercher sur le cisco.com. Ou bien, c'est juste, on va dire, un simple affichage. Dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que on a la destination, on a la source. Maintenant, ça va être la source. La destination qui était dans le sens aller, donc ça va devenir la source. Là, donc la source, la 170.1.1 qui correspond au serveur Cisco www.cisco.com. Donc, il va faire un paquet de retour vers la destination le 200.1.1.1. Boum! Maintenant, le paquet, il va y arriver au niveau du routeur. Il va trouver qu'il a déjà fait une traduction d'adresse IP, et du coup là il va trouver une correspondance au niveau de sa table NAT qui va correspondre du 200.1.1 à l'adresse IP privée du client le 10.1.1.1. Dans ce cas là, la source qui était dans le sens aller, donc il va devenir la destination dans le paquet du routeur, parce que dans ce cas là je parle du routeur et non pas je parle de l'aller. Et du coup là donc la destination ce sera
le 10.1.1.1. Donc si tout se passe très bien, donc j'aurai l'accès à mon serveur qui est bien, on va dire, on aura l'accès sur le site de www.cisco.com. Ok, bon, j'essaie en fait de résumer un peu. Aujourd'hui, j'ai un client et j'ai un serveur. Donc, le client, c'est bien en fait, c'est un client qui est chez moi en interne. Donc, qui a l'adresse le 10.1.1 et ma destination, c'est le 170.1.1 qui correspond au www.cisco.com. Donc, le paquet, il va arriver au niveau de mon routeur. Donc, la source, ce sera le 10.1.1.1 et la destination, ce sera le 170.1.1.1. C'est-à-dire, le serveur de destination, c'est le www.cisco.com. Donc, le paquet, il arrive au niveau de mon routeur qui fait la fonction du NAT. Donc, il y aura une transaction, bien, il y aura une traduction d'adresse IP privée vers l'adresse IP publique. Parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, les adresses IP privées ce sont des plages d'adresses de la RFC 1918 qui ne sont pas routées sur Internet. Donc, dans ce cas-là, je vais faire une traduction d'adresse IP privée vers l'adresse IP publique. On a supposé qu'on va utiliser, on va dire, l'adresse IP publique de l'interface qui est connectée avec mon service provider ou bien mon fournisseur d'accès à Internet en français. Donc, admettons que cette adresse est le 200.1.1.1. Dans ce cas-là, il y aura un changement de l'adresse IP source qui était en privé, donc avec l'adresse IP publique. Et du coup, la destination, ça sera toujours notre www.cisco.com. Donc ça, c'est le sens d'aller. Le sens de retour, donc la source, ça va devenir la destination, parce que dans ce cas-là, c'est mon serveur cisco.com qui devrait répondre à la requête qui était en provenance du réseau 200.1.1. Bah, par exemple, on va dire qu'elle a trouvé la ressource et tout ça. Alors, dans ce cas, la source, ça va être le 170.1.1.1 et la destination, ça va être le 200.1.1. Donc, voilà, le trafic sera routé entre les services providers les services providers et voilà donc et entre le routeur il va détecter que le 200.1.1.1 donc par exemple il est routé sur mon routeur on va dire qui correspond donc on va dire à l'entreprise X. Donc le paquet donc il va arriver au niveau de mon routeur qui fait la fonction du NAT et boum, dans ce cas là donc il va trouver dans sa table de NAT que le 200.1.1.1 donc il était déjà traduit pour l'adresse IP le 10.1.1 qui correspond donc à l'adresse IP locale. Donc là, il va changer le paquet. Donc la destination 200.1.1 avec l'adresse IP privée le 10.1.1 et la source ça sera toujours le 170 le 1.1.1. OK? Donc et comme je vous ai expliqué, si tout se passe très bien, donc on aura l'accès sur notre site le www.cisco.com. Donc, on passe au prochain diapo. Alors, les types de NAT. Aujourd'hui, lorsque je vous parle des types de NAT, en fait, il y a trois types de NAT. Alors, il y a le traduction d'adresse statique, c'est ce qu'on appelle... hop, je prendais, excusez-moi. Traduction, ce qu'on appelle le one-to-one. C'est qu'on va traduire une adresse IP privée pour une adresse IP publique. Alors, la traduction d'adresse IP dynamique, c'est-à-dire, c'est que là, il y aura une traduction par plage d'adresse. Donc, c'est-à-dire, c'est par plage d'adresse. C'est que, par exemple, on va dire, voilà, pour 4 adresses IP privées, bah, dans ce cas-là, tu vas utiliser 4 adresses IP publiques. OK? Après, donc, le NAT, c'est-à-dire, c'est que, pardon, avec le PAT, c'est que là, ça sera une traduction par port. Donc, c'est-à-dire, c'est que, par exemple, comme je vous ai expliqué, je peux faire une traduction d'adresse pour un subnet en /16 pour une seule adresse IP publique. Ok. Alors tous ces éléments-là, on va essayer de le voir dans les prochaines présentations, afin voilà qu'on puisse distinguer entre ces différents types de NAT et notamment comme je vous ai expliqué dès le départ, pour chaque type de NAT, il y aura une vidéo pratique qui sera réservée pour lui et on va prendre assez de temps pour comprendre la configuration et la mise en place surtout pour la mise en place en termes de sécurité avec les ACL et voilà avec les plages qu'on va les définir autour de notre lab.
Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et merci de votre suivi.